Bienvenue. Vous ne saviez pas, je ne suis pas développeur. Je fais partie du monde cruel de la gestion de projet. Sauf qu'on part du principe qu'un chef de projet, ce n'est pas une fonction, c'est un rôle. Comme un architecte, comme un développeur. C'est juste un chef de projet. Je commence à papoter, hein, mais on est timeboxé, donc je démarre pile à 11h. Alors le format, ça va être retour d'expérience, c'est du réel. Mais je ne vais pas vous gargariser de technique. Je vais juste vous donner le raisonnement qu'il y avait derrière. La démarche intellectuelle, de sorte que vous puissiez le transposer chez vous. On teste plein de trucs, on essaie plein de trucs, on se trompe très souvent. Ben, le boulot je suis en fin de compte Scrum Coach, mais le Scrum Coach avec le fouet, avec une approche qu'on appelle Shuhari. Shu, tu le fais comme c'est écrit dans le livre. Ha, tu commences à l'adapter, et Ri, après tu fais ce que tu veux. Et pas l'inverse. Et blague à part, mes équipes ont été formées en Scrum, et au bout de 7 mois, on n'est toujours pas en Scrum. Mais l'objectif, c'est de faire du Scrum, parce que ce n'était pas la priorité. La priorité, c'est de garder une dynamique d'équipe. Alors, 2 minutes, encore un petit peu. C'est Dominique. Alors, qui est de Paris ? Que des provinciaux. Qui n'est pas français? T'es d'où? Sénégal. Bienvenue. Qui est du sud de la France? Désolé. Qui est du nord? Qui est de l'ouest? Qui est de l'est? D'où ça? Nancy. J'habite Metz. Mais je travaille à Luxembourg et je suis d'origine allemande. Donc quand on me demande Pierre, qu'est-ce que tu es? Je dis ben, je suis franco-allemand, je travaille du Luxembourg, mais du Luxembourg, je travaille en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, un peu partout. Et, bon, on peut dire que tu es du Luxembourg? Facile, oui. Simplement parce que le Luxembourg, c'est plus facile, c'est plus petit, c'est très agile. Et vous allez voir que dans le programme que je vais vous montrer, et je vais démarrer maintenant, bah, il y a des avantages et des inconvénients d'être très proche du client. Voilà, retour d'expérience, c'est un cas réel. C'est l'équipe dont je viens de sortir, j'ai terminé, j'avais 6 mois de coaching avec eux. Et c'était un vrai problème qui m'ont dit, Pierre, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on dit merci au sponsor Platinum. De tout cœur, merci. Et moi, mes meilleurs sponsors, c'est vous. Je vous dis merci pour votre temps, merci d'être venu. Vous êtes un peu fou, mais merci quand même. Merci aux autres sponsors. Bon, maintenant, plus sérieusement, les user stories, ateliers, animation. En grosso modo, on va sortir du contexte, on est Scrum, on est Agile. Bon, ça c'est un truc, c'est un fait. Maintenant, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et ça, c'est l'objectif de ce petit workshop, enfin, cette présentation. Rapidement, qui je suis moi? Je suis une grande gueule Scrum. Je parle beaucoup, je tweete beaucoup. Mon titre officiel, je suis coach Lean et Scrum, chef de projet, et maintenant j'ai un magnifique titre, je suis consultant en excellence opérationnelle. Pour vous donner juste un truc, jeudi matin, je vais faire du Scrum dans l'industrie pour améliorer la productivité d'un fabricant d'épices pour la charcuterie. Parce que j'ai envie de tester Scrum partout. J'ai testé Scrum dans les écoles, dans les ressources humaines. Et comme je ne suis pas arrivé au bout du truc, je ne peux pas encore dire si c'est parfait. Donc j'essaye. On est plusieurs un peu farfelus, on essaie de tester. Pas uniquement le développement IT. Le développement, c'est sympa, mais je l'ai fait, par exemple, pour des petits gens. Je suis le mentor pour Accenture, mais à Amsterdam. J'ai fait ça chez Alcatel-Lucent. J'ai fait ça chez SAP, mondial, mais jamais tout seul. C'est toujours des équipes. Avec, vous allez vous imaginer, à peu près 50 mecs aussi barrés que moi, ensemble, ça pète. Et c'est super. Et autrement, sur Twitter, je suis El Pedro Mayor. J'ai un ego. L'humilité, c'est mon chemin de vie, je suis désolé. Vraiment désolé. Bon, revenons plus sérieusement, le contexte de ce projet-là. On a un programme qui s'appelait le Guichet. C'est pour le gouvernement luxembourgeois. C'est un portail citoyen pour la mise en relation avec les administrations, faciliter les interactions entre le citoyen,
privé et entrepreneur. Et il y a deux types. Donc vous imaginez un petit peu le contexte. C'est un gros bazar. Et on avait 25 projets à livrer en 6 mois. Et on a utilisé Scrum pour faire ça. Et ça marche super bien. Je ne dis pas le nombre d'équipes, il y en a beaucoup. Simplement vous donner une température. Ça ressemble un petit peu le détail. Les équipes, on a l'équipe guichet unique, qui est une équipe de développement, mais qui ressemblerait en France à un mix de MOA et d'MOE, parce qu'on a les analystes qui sont mixés avec les développeurs et qui travaillent en binôme. Ça, c'est dans un grand open space. Et on a un open space qui fait à peu près cette taille-là. Au fond, on avait à droite, à peu près à 3 mètres d'eau, notre Kanban, 3 mètres sur 5. Et à l'autre côté, comme j'ai toujours un problème d'ego, j'ai fait le plan de release. C'est-à-dire que quand le management rentrait, il dit « Ah, il y a tant de choses à faire », ça freine, et on a une grosse ouverture. Et il y avait l'autre équipe derrière, qui est l'équipe Présence Internet, qui est une équipe de 15 ergonomes, qui mesure 250 sites gouvernementaux de l'État pour vérifier si tout va bien, plus les nouveaux projets, enfin, un immense bousin. Tout ça en travaillé avec la BPMO. Qui connaît BPMO? Business Process Management Office. Ce sont ceux qui font la modélisation de l'architecture d'entreprise avec des outils comme Harris Software, ou alors dans d'autres beaucoup plus connus, c'est du Service Architect ou Enterprise Architect. C'est de la modélisation UML de haut niveau pour comprendre comment il a structuré la truc. C'est un gros bazar. Et on a la PMO, qui était une... Vous connaissez la PMO? Donc Project Management Office. Mais là, c'est une vraie PMO qui ne fait pas que la gestion du portefeuille, qui n'analyse pas que les coûts, qui ne fait pas que le tracking des projets et savoir en avance, en retard, mais qui s'occupe également de coacher les gens, de former les gens sur la méthode. Et grosso modo, le principe, c'était, nous avons ici, à gauche, un process, et un process n'est valable que s'il est supporté par une méthode. En l'occurrence, la méthode qui a été retenue, c'est une méthode Hermès, qui est la méthode gouvernementale suisse. Grosso modo, si le cascade était déjà dur, un cascade suisse, je vous laisse imaginer, ils n'ont rien oublié. Hein. C'est tout et on m'a dit, Pierre, tu vas nous coacher ça, mais tu vas nous intégrer ça aussi, et tu vas nous rédiger un appel d'offres européen en mode Scrum. Là, j'étais très sadique et je me suis bien amusé. C'est pour ça mes réactions sur les contrats agiles sur le web. Pour ceux qui en ont eu un petit peu pour leur grade, je suis désolé. Donc, grosso modo, nos clients, c'est... On a une direction, mais le problème, c'est qu'on a le ministre qui est juste derrière. C'est-à-dire que quand je signe, il y a un appel d'offres et je suis retenu pour être coach, mon appel d'offres, mon contrat est signé par le ministre. Et ça ne met pas 6 mois, il est là en 3 jours. Donc vous dites... Donc grosso modo, quand le ministre part en week-end faire une conférence à Lisbonne, je peux vous dire que l'équipe ne dort pas. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il va encore annoncer qu'on devra faire lundi? Donc à peu près ça, c'est la température. Mais on a des gens qui sont quand même relativement terre à terre, très pragmatiques. Ils partent du principe que le projet, l'important, c'est que le projet soit livré. L'agilité, je m'en fous. Harris, la méthode, je m'en fous. L'important, c'est le projet qui soit livré. C'est des bons paysans, comme j'aime. Je suis un vrai paysan aussi. C'est clair, net et précis. Ça, c'est un avantage. Mais on avait quand même un souci. Le souci, d'abord, en discutant avec l'équipe, les user stories, ces fameuses user stories. Il y a eu un débat sans fin sur le web cette année, et j'ai dû radicaliser ma pensée. Par principe, une user story, c'est ça. As who I want, that so, that why. Ça, c'est le principe de base. Tout le monde le connaît. Qui ne le connaissait pas, n'ayez pas honte. Allez-y. Ok, je vais vous dire quand même que les gens qui le connaissent, même l'utilisent mal. Alors le problème, c'était, voilà, je fais comment lorsque j'ai un backlog avec 250 users différents et lequel je sers en premier. Et que de temps à autre, j'ai des interprétations. Ici, par exemple, du côté des analystes, nous on appelle ça des business analysts ou des analystes métiers. Je crois que en France, on appelle ça des AMOA, ou la maîtrise d'ouvrage, enfin ceux qui définissent les besoins et les exigences. Leur point de vue, c'était « Ah oui, oui, très bien, je vois très bien. Une user story, c'est une sous-partie d'un use case qui n'est en fin de compte que les exigences et les contraintes. » Je dis « Ouais, ok. D'accord. » Ensuite, j'ai continué à discuter. Mais ça, c'était au même meeting, parce qu'on fait un meeting avec tout le monde mélangé. Je dis « Toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Les ergonomes, ils disent « Ouais, le use case, user story, ouais, c'est sympa. C'est dépendant des personas. »
Je dis, ouais, mais l'important, c'est le design, tu vois. Ok, moi je me suis dit, bon, comment je vais faire travailler ces gens-là ensemble si on parle déjà pas de la même chose? Cerise sur le gâteau, j'ai discuté des développeurs, j'ai dit, ah ouais, tu vois, alors j'ai une contrainte technique. Ma contrainte technique, je fais une user story et je l'intègre dans mon backlog. Je dis, ouais. Le problème, c'est qu'est-ce qu'est une user story en fin de compte? Laquelle est la vraie? Celle des ergonomes? Celle du développeur? Celle du métier? Par principe, en Scrum ou en Agile, on doit pouvoir discuter ensemble. Si maintenant je te dis, mon gris est à peu près bleu et pas clair, et on parle de nouveau d'ontologie, comme disait Claude Aubry lors d'une session de Lille, tu parles d'ontologie. Je dis oui, on est obligé de parler clairement. C'est pour ça Scrum, le principe, on va être simple, pour qu'on puisse communiquer. Si on parle d'un moment donné qu'une dette technique ou des choses comme ça, c'est une user story, eh ben, faut dire que non, il faut dire que c'est une dette technique et ce n'est pas une user story. Dire qu'une tâche est une user story, ce n'est pas une user story, c'est une tâche. Dire que des exigences, c'est une user story, c'est une erreur, c'est une exigence. Dire que des contraintes, c'est une user story, c'est une erreur, c'est pas ça. Les risques ne sont pas des user stories. Une fonctionnalité peut éventuellement être une user story. Donc juste petit rappel, pour jouer le pinailleur, une tâche c'est la partie du sprint backlog, la user story fait partie du product backlog. Les tâches, l'ensemble de tâches compose une user story. Les exigences et les contraintes permettent de trier le product backlog, uniquement ça. La dette technique est une dette technique. C'est-à-dire que si je crée de la dette technique, je remplis mon sprint backlog de la dette technique, donc je vais faire moins de user story. Donc je vais réduire ma vélocité. Et si quelqu'un vous dit tu vas réduire la vélocité et c'est bourrin, vous lui tapez sur la tête. Parce que l'important c'est que vous livrez un produit qui fonctionne. Donc c'est pour éviter de livrer plein de user story et créer un magnifique dette technique avec une liste de bug list innommable. En fin de compte, on livre rien de propre. Autant réduire. Donc l'objectif, c'est bien de savoir clairement de ce qu'on parle. On livre toujours des fonctionnalités. Une user story, par principe, est fonctionnelle. Donc je dis non. Clarifions. User story, c'est simple, c'est écrit dans le texte, c'est user plus story. Donc le problème qui va se poser, je fais comment? Quand j'ai, on va dire, beaucoup de user story, on va dire des personas, on va dire 12, normalement un maximum je crois c'est 12 personas, Jean-Claude? Un peu moins? Ouais, enfin nous on avait 12 parce qu'on est vraiment beaucoup de monde. On a à peu près tous les habitants du Grand-Duché du Luxembourg plus les frontaliers. Donc ça veut dire au moins 1 million de personnes. On a 800 000 habitants au Luxembourg. Mais le problème, c'est qu'il y a 46% d'étrangers, donc on a plusieurs langues. Donc on a quand même beaucoup d'user story, beaucoup de choses, et j'attaque quoi? Est-ce que je vais d'abord faire plaisir à la persona 1, ou après je vais faire la persona 2? Donc on a fait un deal, on a créé, on s'est dit voilà, qu'est-ce qui fait le plus de sens? On a discuté en équipe, on s'est dit on va créer des groupes de personas. Avec ces groupes de personas, on va pouvoir dire voilà, on va répartir, et après, de là, les product owners vont les décomposer en items de backlog. Quelque chose de neutre. De sorte, nous, l'objectif en tant que product owner, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des meetings avec les utilisateurs à chaque fois, qu'on puisse avoir tout le monde qui soit impliqué. Donc, implication des gens. Rock'n'roll. Donc ça, c'était le principe des user stories. En théorie, c'est ça. Nous, on voulait aussi collecter les besoins. Comment je collecte les besoins? Après, un gros truc, c'est Houston, on a un problème. Houston, le problème est le suivant. Les priorités ont changé. On veut plus d'implication des users finaux. Alors, si vous vous souvenez bien qui est le chef, c'est le ministre. Il ne va pas le faire, ça, pour le principe « ouais, je suis agile ». Il va dire « je ne dirai jamais je suis un ministre agile », c'est qu'il y a une idée politique derrière la tête. Donc, grosso modo, ce que si vous voterez, si ça, vous ne le faites pas, grosso modo, vous avez la porte et tout le monde dégage. Et ce n'est pas 1 000 €, c'est une petite affaire de 50 à 60 millions d'euros, sur lequel tout le monde peut se mettre assis. Donc, je ne vous dis pas à peu près l'état de tout le monde, bien stressé, bien à bout. On voulait également valider les personas parce que les ergonomes avaient fait leur boulot. Et surtout, on s'est rendu compte que
Comme l'équipe de dev sortait des choses techniques, et quand on faisait les démos, ils faisaient les démos auprès des clients, on dit « Ah ouais, la démo, donc tout le monde était là, très bien ». Sauf qu'à un moment donné, un salopard, Eric, ce salopard, le chef de projet ergonomie, a sorti, il dit « Oui, mais moi je vous ai fait un prototype sympa ». Et du coup, tout le monde s'est mis à parler. Je dis « Mon Dieu, il fait du Scrum, c'est l'horreur ». Donc du coup, les gens ont vu, ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui marchait bien. Mais on s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'après, ils ne voulaient plus que ça. Donc, grosso modo, l'équipe d'ergonomes a eu le lead. Et ils se sont dit, ah, je fais comment? Donc, on s'est rappelé la petite chose. Comment je vais résoudre le problème pour attirer les gens, les benchmarks, l'utilisateur, impliquer et fidéliser? Alors, imaginez projet gouvernemental, vous ne pouvez pas aller directement auprès des gens, vous êtes obligé de passer par une chambre de commerce, une chambre des métiers qui va vous attirer un benchmark de clients. Donc on a préparé le terrain pendant 3 mois pour trouver le benchmark de clients, on a bien identifié le benchmark, et après on dit, on est venu, voilà. Le problème, ce n'est pas les faire venir une fois, le problème c'est qu'ils reviennent tous les mois. Parce que si je vais prendre, parce que vous imaginez, là on a commencé par les clients professionnels, donc ce sont des banquiers et des comptables. Grosso modo, en résumé, c'est quelqu'un qui gagne qui a à peu près sur lui en habit 1 an de salaire. Et quand il vient, ça lui coûte de l'argent. Donc on dit, on va faire comment pour que ces gens-là viennent d'eux-mêmes, qu'on n'ait pas à perdre de temps pour qu'ils viennent tout le temps. Et là, la question, c'est, ah, toi, Pierre, qui fait Play for Agile, qui est beaucoup investi, comment on peut répondre à ça? Et comme je suis très, très couillon, j'ai dit, ah, j'ai peut-être une idée. Alors, on a développé un truc ensemble, avec l'équipe, qui est un workshop. On appelait ça workshop parce que le budget formation était pris. Donc il y avait le budget communication très bien, donc on est en fin d'atelier. Donc on a appelé ça atelier. Je dis, moi ça me va très bien, parce que c'est plus dynamique. On a fait un système pour collecter les besoins. On dit, voilà, on a des outils, les jeux. J'adore les jeux. Mais si je dis, voilà, je vous invite à faire un jeu chez moi, les gens vont dire, je viens jouer. Je dis, ça c'est une erreur. Il y a un principe qu'on appelle la gamification, qui est le processus qui est derrière dans les jeux, c'est-à-dire on va utiliser les jeux pour créer une dynamique, qui est un process, mais on ne va pas parler de jeu. Donc on dit, on va faire une récolte des besoins, mais on va le faire ça avec des jeux, sans dire que c'est des jeux. Vous me suivez? Qui n'a pas compris? Ok. Donc, je vois que Martine avait déjà commencé le travail pour moi. Donc voilà, ici, ça c'est le process. Donc normalement, ce que je vous montre, c'est excessivement top secret, mais comme on est en famille et les portes sont fermées, ça restera entre nous. Enfin, demain, ce sera sur SlideShare. Ici, c'est le principe, c'est ça. C'est si je veux développer quelque chose qui est à base de jeu, mais qui est un atelier de récolte des besoins, on va se définir qui va travailler. Qui va travailler, l'équipe a dit, l'ergonome a dit, moi, il faut que je sois présent. Parce que je veux savoir comment fonctionnent les gens, quel est leur comportement. Je dis OK. On a le business analyst qui dit, moi, je veux savoir exactement les exigences et les besoins des gens, et je veux surtout vérifier la modélisation que j'ai faite en amont. Parce que, bien sûr, on a des gens qui sont très professionnels, ils avaient tout prévu d'avant. Sauf que j'ai dit, vous perdez votre temps. Donc on va vérifier, ils vont le tester. Tout le monde était ravi. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a été piloté. L'animateur, c'est le product owner. Voilà. Donc tout le monde était content, mais c'est donc une équipe de 3. Avec un product owner, là, on va capturer le quoi, et l'autre va capturer le comment. Et comment on va faire ça? Alors j'ai expliqué, j'ai dit, voilà, on va tester ça. Le test a été validé. Hein. Ils le font maintenant toutes les semaines. Hein. Ça, depuis 3 mois, tout le monde a la banane. Je pense qu'il va falloir que je revienne parce que c'est pas normal. Sinon, je ne peux pas facturer, je suis désolé. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle un icebreaker. Qui ne comprend pas le concept icebreaker? Mohamed. Icebreaker, c'est... Je ne peux pas démarrer une session, boum, on va faire ça comme ça. On commence à dire, hé Paris, comment ça va? Ouais. Est-ce que vous êtes en forme? Ouais. C'est d'abord mettre les gens en ambiance. C'est faire en sorte que les gens ont envie de parler. Faire parler les silencieux. C'est pareil pour les rétrospectives. Ne jamais démarrer à fond, démarrer en doucement, mettre les gens en confiance, faire en sorte qu'ils libèrent la parole, qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de problème, créer un cercle de confiance.
pour que les gens puissent s'exprimer. Point 2, on a le développement. Là, on va commencer à réfléchir sur le travail. Et après, l'objectif, c'est on est quand même là pour avoir du résultat, quelque chose de très terre-à-terre, de pragmatique. Après, c'est ce que j'appelle un consensus et un plan d'action. Voilà, ça c'était les fondamentaux de ce truc. Alors, on l'a fait comment? L'icebreaker qu'on a utilisé, c'est ce qu'on appelle une pyramide de décision. Pyramide de décision, c'est relativement simple, c'est excessivement simpliste. Ça dure à peu près une demi-heure. Chacun doit designer une pyramide. Vous commencez à poser la question « Qui suis-je » Vous remplissez qui vous êtes, quelle est ma fonction et quelles sont mes attentes. Ne les mettez pas dans le contexte. Si quelqu'un me dit « je suis quelqu'un d'externe » ou pas dessous, on va répondre. S'il répond dans un contexte familial, ce n'est pas un problème. L'important, c'est qu'il puisse s'exprimer, que les gens n'aient pas le frein. Le gros avantage, c'est que chacun dessine une pyramide comme ça. Chacun l'a fait, chacun l'a remplie. Ensuite, on échange cette pyramide avec son voisin. Et le voisin, il a deux post-it. Un des post-it, c'est une question, et l'autre, c'est une affirmation. La question, c'est « qu'est-ce que tu entends par cette fonction-là » Et l'affirmation, « quand je vois ça, je pense à ça ». On le fait. Ensuite, on redonne la pyramide. Et après, chacun son tour va devant tout le monde et explique qui il est. Ça a l'air anodin. L'effet est terrible. Une fois, je l'ai fait dans un contexte hors de ça. J'ai une dame qui m'a dit « mais je ne travaille pas. Je suis infirmière retirée et j'ai 6 enfants. » Et c'est un travail aussi. Elle a expliqué devant tout le monde. Moi, j'étais là à côté d'elle, en train de faire le rigolo. Et elles font larmes devant tout le monde. Et là, j'étais très bête. Très con. Donc, à un moment donné, ça a l'air très anodin, mais ça libère beaucoup de choses. J'ai eu des directrices financières qui ont fait ça, qui me disent « mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là, dans cette organisation-là? Vous êtes tous super créatifs, super dynamiques, sur des techniques super intéressantes. Moi, j'ai pas de rôle. » Et elle coinçait là-dessus. On l'a aidée, et à la fin, elle dit « je vois ma place. » Là, on se dit « ouais, c'est très simple, mais c'est rock'n'roll. Hein. » Donc, on a utilisé beaucoup de trucs, des techniques assez simples. Donc là, c'était mon icebreaker. C'est juste une petite mise en bouche. Après, quelque chose que j'aime bien faire, c'est le World Café. Qui connaît le World Café? À peu près? Ouais. Alors, c'est un truc que je vous invite à faire. World Café, le principe, c'est le papotage du café. World Café, donc vous avez un groupe, vous prenez un groupe de 5 personnes, vous mettez sur une table, vous sortez une nappe en papier avec des stylos, on a un responsable de table, et vous posez une question, une problématique. La problématique, c'est par exemple pour le guichet unique, qu'est-ce que vous attendez comme nouvelle fonctionnalité? Et les gens discutent pendant un quart d'heure. Et tous les quarts d'heure, on fait une rotation d'équipe dans les tables. Mais il y a toujours un chef de table qui reste assis. À la fin du temps, donc normalement il y a toujours une vingtaine de personnes, donc ça fait à peu près 1 heure de rotation, on fait le débriefing, chacun vient avec sa nappe, et dit voilà, nous avons parlé de ça, 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 voici les points qu'on a trouvés. Donc on a travaillé sur le consensus. World Café, c'est utilisé, par exemple, on l'utilise beaucoup au German SUG, en Allemagne, pour les animations de réunion. Ou simplement une réunion comme ça de débat, on ne sait pas de quoi on parle, ça laisse ouvert. Les gens adorent parce qu'ils s'expriment et qu'ils valident. Moi, je l'ai essayé dans l'industrie, chez Smart, sur un atelier de qualité, où on parlait sur la problématique, les problèmes de qualité sur une chaîne de fabrication. Donc on avait des problèmes très faciles, un problème qui vient à l'aise. On avait le responsable des méthodes qui fait ça, un magnifique schéma super léché, quelque chose vraiment le modèle. Hein. Et on a l'opérateur à côté, je lui dis ah, mais tiens, c'est marrant, vous participez à beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est parfait. Je dis tu bosses où? Je dis moi je bosse là, t'as pas de problème? Ben non, c'est très bien. Je regarde comme ça, je prends avec ma délicatesse habituelle, je prends la nappe, je la jette, j'en prends une autre, je dis tiens, tu veux me dessiner s'il te plaît? Et on a créé la discussion. Et on a détecté les problèmes. Ça aide à détecter les problèmes. Donc si vous voulez un truc, un jeu simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, c'est un jeu pour les coachs. On est obligé de se taire. Et là, ce qui est bien, c'est que les gens aiment beaucoup parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été entendus. On les écoute et on les entend. On exprime les besoins. Donc par moment, même pour les rétrospectives, je vous invite à faire ça. C'est excessivement simple. Les résultats sont foudroyants.
Ensuite, une fois que j'ai fait mon World Café, donc les gens sont exprimés, on a commencé à s'intégrer dans le concept, on a commencé à parler de user story. User story, c'est relativement simple. Nous, on savait déjà quel était l'utilisateur. Il dit, bon, vous êtes le benchmark, on va leur pas dire vous êtes le benchmark. Il dit, bon, vous, en tant que professionnel de la comptabilité, nous, on a notre outil qui est là. Vous, professionnel de la comptabilité, si je vous mets un outil comme ça, vous avez besoin de quoi? C'est qu'elles sont aussi simples que ça. Vous avez besoin de quoi? On les a bien chauffés à blanc. Hein. Donc, je peux vous dire que là, si c'est mou, vous en refaites un World Café derrière pour les rameuter, mais l'objectif, c'est que ça sorte. Et vous dites, ah, j'ai besoin de ça. OK, plein de post-it notes, timeboxés, vous avez un quart d'heure chacun, remplissez le maximum, sortez-moi des idées. Et vous les sortez à la louche. Donc, vous voyez, on est dans une autre itération. Ils vont nous sortir les choses à la louche. Et ça, c'est l'objectif qu'on veut. Et là, ça devient intéressant pour nous. Il s'appelle Mohamed Baza. C'est un ami. Je t'aime, Mohamed. Donc, création des user stories. Tous ces slides-là, vous les aurez en ligne. Et si après coup, vous avez encore des questions, j'ai un email, vous m'envoyez, je vous réponds. C'est parti, on est en famille, on se partage tout. Je vous enverrai la facture après. Phase 3, après on est en phase 3 de développement. Phase 3 de développement, ça c'est un petit jeu qui est basé sur quelque chose qui s'appelle plus ou moins Wideband Delphi. Valtech utilise souvent ces trucs-là, si j'ai bien lu. Moi je l'ai un peu adapté, je l'ai rendu plus cool, mais bon, c'est un truc relativement simple. L'idée c'est, on a tous les user stories, donc vous imaginez bien les gens, chacun a leur pile de user stories, et après on fait quoi avec ça? Et je fais passer chacun son tour en arc de cercle. En arc de cercle. Donc tout le monde est assis comme ça, pam, et j'essaie de savoir si je vois par exemple, j'ai un exemple, je fais ça avec mes équipes pour préparer les backlogs. Quand il y a l'architecte, je sais que si je le fais parler au début, plus personne ne parlera, je le fais parler à la fin. Donc si vous voyez qu'il y a un leader dedans, quelqu'un qui n'aime pas, qui est vraiment costaud, vous le faites parler à la fin. Par contre, si quelqu'un est relativement timide ou qui est un peu silencieux, faites-le parler en premier. Et valorisez-le. Nous, notre objectif, c'est faire parler les silencieux. Hein. C'est vraiment ça. Parce que c'est eux qui ont la réponse. Donc on utilise ça et on fait un tour de rôle. Chacun vient poser son post-it à tour de rôle sur le tableau blanc. Et quand il le pose, il argumente. Ah, moi je fais ça parce que je pense que ça. Et les gens peuvent poser des questions. On va faire en les timebox quand même. Et après, il y a le deuxième qui passe. Si c'est le même post-it, il peut les déposer. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et on les sort, les post-it. On les positionne. Et chacun parle, chacun exprime. Donc on fait un tour de table. On essaie un deuxième niveau de consensus au niveau de l'équipe. Donc voilà, ici, je vous ai mis chaque participant exprime l'un après l'autre son point de vue sur les post-it et les affiche sur le tableau. Chaque participant vend son idée. Le suivant peut venir la décision et revenir sur la précision du précédent en donnant son avis. Lorsque le tour est terminé, on se rend compte qu'il y a un consensus. Mais l'idéal, pour avoir le consensus le meilleur, il faut rester quand même relativement ouvert parce qu'on est quand même dans la persuasion en tant que coach. C'est que là, je vous explique, regardez bien le comportement de chacun et en fonction de ça, vous saurez, il faut rester le plus ouvert, le plus honnête possible parce que vraiment, on veut cette information-là. On veut vraiment collecter quelque chose d'intéressant. Une question. Oui. Combien de temps ça prend de faire un cycle complet comme ça d'itération pour avoir des user stories? Alors, user story, grosso modo, nous on fait ça, tout ce que j'explique là, on fait ça souvent, c'est le schéma de 4 heures. Une fois, j'ai fait une erreur. On a démarré, on a fait le kick-off du groupe à l'université de Saarbrück en Allemagne, où on a commencé simplement un tour de présentation. On avait 25 personnes. Et le tour de présentation, je l'ai fait comme ça. Ça a duré 3 heures. Mais non, parce que là, on a laissé vraiment parler les gens jusqu'à plus soif. Là, c'est le boulot quand même de l'animateur. On va dire ici, par exemple, le product owner qui a une petite formation de coach, qui doit savoir, qui fait en sorte, dans son débit, dans le débit de ma voix, si maintenant je parle doucement, tranquille. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ou alors, c'est, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et question, en 4 heures, on fait à peu près combien de user stories? Le maximum, on a sorti 700. En 4 heures? Mais l'objectif, c'est pas sortir un maximum de user story. L'idée, c'est
ces événements-là, l'intérêt de ces événements-là, c'est d'en faire une fois par mois, avec les mêmes personnes. Et de garder cet esprit-là. Donc on est quand même dans une notion de perdurer, de durer. Donc grosso modo, ce qu'on va faire, c'est que le premier, on va avoir très peu de story, on va voir des choses, mais pour nous, on va partir du principe, ce qu'ils nous ont donné, c'est l'essentiel. Donc c'est quelque chose qu'ils veulent voir. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser également la contrainte de temps, pour dire, voilà, ok, c'est ce que tu as dit. Mais comme ils savent que, ne vous inquiétez pas, on se revoit bientôt, dans certains on l'a fait toutes les semaines, on se revoit bientôt, et vous pouvez exprimer vos besoins. Mais le product owner, 3/4 du temps, il va créer un wiki, et il garde le contact avec eux. C'est un vrai product owner. Là, je taquine. C'est là que, quand on parle de tri, c'est là que les ergonomes disent « Oui, ça, nous, on connaît ». On a un principe de tri, c'est qu'il faut quand même qu'on sache à peu près les priorités. Alors, il y a 100 000 techniques de tri. Moi, j'aime bien utiliser une technique relativement simple. Je suis un fan de Moscou. Trier, grouper les user stories, on veut le faire de manière collective. Donc, on ne veut pas que ce soit drivé par quelqu'un, on veut que ce soit drivé par l'équipe, par les utilisateurs. On veut qu'ils continuent à faire de l'introspection. Ils font toujours de l'inspect and adapt de ce qu'ils ont fait au préalable. On veut faire en sorte qu'ils aillent beaucoup plus loin de ce qu'ils veulent pour qu'on soit bien clair. On se rend compte qu'on dégage les déchets. Ils vont trier et dire ouais, en fin de compte, ça, c'était pas franchement important. Ou ouais, attends, oui, j'ai détecté ça, c'est super important. Bon, nous, on fait toujours attention en tant que modérateur d'animer cette session en faisant en sorte que tout le monde participe. La personne qui va être un peu en recul ou qui va être fatiguée, quand je vois des gens qui commencent à la lumière qui s'éteignent, je dis bon, on fait une pause. Et il vaut mieux qu'ils reviennent bien frais parce que là, il faut de l'analyse, il faut être présent, il faut un peu de concentration. On définit également, ensuite, une fois qu'on a regroupé tout ça, on va définir les thèmes. On va des thèmes. Donc c'est comme lorsqu'on fait en préparation d'un product backlog, on définit d'abord les thèmes pour savoir qu'est-ce que je vais livrer en premier. Donc en définissant une séquence de thèmes, je vais pouvoir définir un plan de release. Donc je dis, si je veux d'abord une interface, je sais que je vais d'abord livrer l'interface, et je ne vais pas leur livrer une architecture, ça ne veut rien dire. Mais par contre, je sais qu'il faut que je prépare mon architecture. Mais par contre, s'ils veulent ensuite voir juste des mock-ups, des choses comme ça pose pas. On va savoir, eux vont dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc nous, on va simplement se mettre à leur disposition pour réaliser le travail qu'ils veulent attendre. Le plan d'action, c'est également un tri. Donc mon fameux Moscou. Qui connaissait Moscou? Qui ne connaissait pas Moscou? Qui n'a jamais été à Moscou? Ah, c'est la vanne à dessous. Moscou, ça vient surtout de DSDM Attend. C'est les ancêtres de l'agilité. La partie Prince2. C'est donc must have, should have, could have, won't have. Ça, retenez-vous, c'est super simple, c'est super facile, et ça permet de prioriser. Et prioriser, pour savoir, ok, un must-have, c'est ce truc-là, il le faut impérativement que je l'ai. L'autre, à la limite, le could-have, du ouais, bon, si je l'ai, c'est sympa. Le should-have, ce serait pas mal, ok. Le want, tu dis, bon, ça j'en ai rien à secouer. Donc c'est une forme de planning poker, mais de manière beaucoup plus synthétique. Parce que si je fais encore au bout de 4 heures, au bout de 3 heures, une session de planning poker avec, je sais pas, 150 voire 800 items, on y passe 2 semaines et tout le monde se suicide. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse avoir concrètement des choses rapides. Donc on prépare un tableau avec 4 colonnes, avec must, could, want, et chacun son tour. Comme tout à l'heure, avec la discussion, chacun revient et dit, moi avec mon post-it, moi je pense que c'est prioritaire parce que ça. On a déjà trouvé un consensus. Je pense que ça c'est prioritaire. Et l'autre dit non. Et donc le premier passe, il vend son idée, le second peut passer, il peut rebouger les cartes. Il va rebouger les cartes. Boris Gloger a défini un jeu là-dessus qui s'appelle Magic Estimation. Hein, c'est vraiment basé là-dessus. Où on fait le tour et à la fin du tour, on a un consensus. Parce que tout le monde a débattu. Pareil que précédemment, ne mettez pas un leader en premier. Parce que sinon on va opposer ça, pop, 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 c'est comme ça, on est d'accord, très bien, affaire réglée, tout est plié. Et en fin de compte, votre information est fausse. Donc faites attention à ça. Donc c'est pour ça, comme il est compliqué de communiquer avec les gens, compliqué de capter les informations, de voir est-ce qu'ils sont intéressés, ils ne sont pas intéressés, est-ce qu'ils s'endorment, ils ne s'endorment pas, utilisez des jeux simples. Parce que si en plus votre jeu est compliqué, vous en fin de journée vous êtes mort, vous partez en vacances pendant un mois pour respirer, et ce n'est pas possible.
Parce que normalement, après du jeu, vous rentrez au bureau, et il y a 200 messages. « Ah, Pierre, c'est le bazar !» Voilà. Donc, le premier résultat qu'on avait, c'est cette fameuse roadmap. Thème 1 à thème X. Ce qui permet de savoir, OK, par rapport à tout ce que vous m'avez donné comme information, je commence par quoi? Et après, on va commencer à se concentrer sur quoi on commence. Quel est le sujet? Donc, on va commencer à préparer le thème 1. Après, on prépare le thème 2. On est uniquement dans les fonctionnalités, on n'est absolument pas en technique. Donc là, le gros avantage en tant que product owner, je vais le transposer en Scrum. Je vais pouvoir rentrer voir mon management, ma direction, qui peut me dire, voilà, ça c'est la vue de l'utilisateur par rapport à la vision que tu m'as donnée. Et avec ça, on va pouvoir commencer un développement. Et c'est là que le management va dire, oui, effectivement, nous avons des contraintes légales, nous avons des contraintes de charge, des contraintes d'architecture, des choses comme ça. Et là, on commence à prioriser ces choses-là. Et donc, on aura un backlog initial. Et après ça, on va voir l'équipe technique qui va me dire, et on leur explique tout ça, voilà la vision de l'utilisateur, voilà ce qu'on a priorisé avec le métier. Ils vont me dire, ouais, bon, ça c'est des conneries, ça c'est la machine à remonter le temps, ça c'est la téléportation, c'est pas possible. Et eux vont dire, et ce qu'on va tenir compte, c'est la décision des techniques, de l'équipe. C'est du Scrum, on est d'accord ou pas? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Donc c'est le principe. Pardon? Ça dépend de l'équipe technique. Non. non, mais ça dépend comment tu tapes. C'est comme ça. Non, après il faut l'expliquer, ça c'est toujours pareil. Et même quand ça démarre bien, j'ai une équipe, elle démarre super bien au bout de 3 mois, et après il y a eu un scud, il y a un gars qui dit « Ouais, en fin de compte, je me suis engagé là-dessus, mais j'ai senti, on est agile, j'ai senti qu'il fallait que je fasse ça d'abord. » Et il y en a 18 qui dit « Oui, mais on comptait sur toi. » Et maintenant, il est parti. Parce qu'en fin de compte, et ça c'est le comportement. Moi, je suis parti sur des missions qui devaient durer 5 ans. Au bout de 5 jours, l'architecte a dit au fait, c'est Pierre ou moi. Je dis au revoir. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'humain c'est très important, on fait avec. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces séquences de jeu, toutes ces choses-là, eh ben, il nous faut des critères d'acceptation. Parce que, monsieur, cher client, cher utilisateur, je t'ai écouté, mais à partir de quel moment tu vas me dire tu es content avec ce que je t'ai lu? Ou tu es d'accord? Si vous avez 25 personnes comme ma femme, vous n'aurez jamais votre réponse. Il faut chercher à avoir du concret. Vraiment du concret. C'est vraiment savoir. Un modérateur m'a demandé à l'ensemble des participants, dites-moi vos critères d'acceptation. Certains s'amusent. Ça, c'est un petit jeu que je fais toujours dans mes formations Product Owner, où de temps en temps, j'ai des petits malins qui me disent, ouais, on t'a fait 5 stories. Et je dis, ouais, cool, maintenant, critères d'acceptation par story. Ouais. Je dis, et après, chacun. Et à chaque fois, vous faites comme les 5 questions, les 5 whys. Vous posez des questions. À partir de quel moment c'est OK? À partir de quel moment celle-là, c'est OK? Donc vous allez voir rapidement, quand vous avez 20 stories, ça peut passer à 200. Parce qu'il faut des critères d'acceptation. Et vous rentrez si dès le début, vous allez dire, mais on va rentrer dans une granularité très fine. Non, à un moment donné, si les gens sont crevés, ils vont vous donner une mauvaise information. Donc vous arrêtez à ce moment-là. Mais vous allez pouvoir aller assez loin pour que les gens comprennent votre raisonnement. Parce qu'au deuxième meeting, ils vont dire, tu ne me reprendras plus à ce jeu-là. Mais ils auront déjà commencé à vous proposer des idées beaucoup plus précises et beaucoup plus fines. Et vous répondrez vraiment, vous adresserez vraiment un problème, une attente qu'ils veulent. Parce que c'est ça l'objectif. On ne contente pas le client pour le plaisir, parce que s'il n'est pas content, il ne va pas utiliser votre application, votre outil, et il ne vous paiera pas. On est en train là pour faire du fric, non? Je suis en France et je parle de fric. Je vous ai dit que j'étais politiquement incorrect. Ça va finir avec du sexe, hein, je vous rassure. Bon, ça c'était une connerie. On va s'arrêter là. OK. Donc, granularité, pas de limite. L'approche, c'est just enough jusqu'à là. Ces slides, ce n'est pas de la création, c'est les slides de la formation. Je vous ai glissé dedans, sachant que je n'ai pas une formation qui est même que l'autre. Les prochaines, elles seront encore meilleures. Donc, vous avez du vieux. Donc, l'idée, c'est ça. On veut vers just enough. Just enough, c'est également... C'est complètement subjectif. Ce n'est pas la peine de rentrer dans un truc, à creuser un trou pas possible. C'est chercher simplement, on dit, OK, je peux. Si vous êtes mort, arrêtez. Vous êtes mort.
C'est que si les personnes sont mortes, c'est comme votre équipe, s'ils sont morts, ils font du mauvais boulot, qu'ils se retournent, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils aillent boire un coup, et c'est mieux. Les critères d'acceptation utilisés, une story dispose de 3 niveaux d'acceptation à minimum. Cette user story devient alors une équipe, une épique. Donc grosso modo, si j'ai une story qui a 15 niveaux en dessous, c'est plus une story, c'est une épique. Et les critères d'acceptation deviennent dans ce cas-là des stories. Vous voyez le raisonnement ? En fin de compte, c'est user story applied, ou c'est le bouquin de Cohn, c'est vraiment l'approche là, et ça marche très bien. Et ainsi de suite. Les seules limites sont le temps et la fatigue des participants. Donc vous imaginez, là on est à peu près à la fin des 4 heures. Les gens, il faut garder le rythme, il faut garder une excitation. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire ça, par exemple, des salles comme ça, on a le buffet tout le long. S'il y a un accès à l'extérieur pour que les gens puissent fumer, si possible avec une porte vitrée, c'est encore mieux, pour que les gens rentrent, sortent. Mais j'évite les coupures. Je fais les coupures que quand ils sont fatigués. Autrement, si on garde le rythme, gardez le rythme. Donc dormez bien la veille, mangez des pâtes, allez vous oxygéner. Donc le résultat, c'est simple, c'est ce qu'on recherchait principalement. On voulait un bon product backlog initial qui consistait en un ensemble de post-it déposés par les participants et les critères d'acceptation. Et ces stories, du coup, on les regroupe de nouveau par thème. Avant de les présenter, bien sûr, au management, et avant de les présenter à l'équipe du technique qui va nous dire comment je vais faire ce que tu veux. Est-ce que tu arrives à faire un roadmap vraiment en priorisant les thèmes, Oui, tout à fait. Mais je le fais d'une manière assez cool. C'est-à-dire que dès le début, avant la découpe, il est plus facile de découper avant d'avoir les critères d'acceptation. Parce que dans le raisonnement des gens, si après tu as 150 000 post-it, tu repars pour une couche pour retrier. Donc tu fais un tri déjà, un premier niveau de tri comme ça. Il va dire, tu veux commencer par quoi en premier ? Donc avec l'utilisateur. L'utilisateur, moi je verrai ça. Mais comme ils sont plusieurs, l'intérêt c'est de les faire interagir. Et l'objectif c'est qu'ils me transmettent leur accord, leur consensus. Donc je fais, après je m'amuse à découper. Parce qu'en général, un projet part sur plusieurs thèmes en général. Oui. En tout cas, part sur plusieurs thèmes, on est tourné l'interaction sur plusieurs thèmes en même temps. Là, on a du mal à découper sur un thème, après un deuxième thème. Oui et non. Le principe c'est différent. C'est que les thèmes, le découpage en thèmes, c'est mes releases. Je commencerai, ça c'est l'approche de Pichler, Roman Pichler. Je livrerai en premier le thème 1, je livre en deuxième le thème 2, et etc., etc. Parce que si je fais plusieurs trucs en même temps, je fais du multitâche. Donc l'objectif, c'est qu'à un moment donné, non, on va se mettre en péril. Je veux dire, tu crées du risque d'échec, de pas livrer. Bon, maintenant, si tu n'as pas beaucoup de benchmarks ici, le risque est exacerbé parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs. Bon, il y a des gens comme Amazon que je connais, où alors c'est le monde entier, donc c'est de la folie furieuse. Mais par principe, c'est toujours un maximum de 12 personas avec à peu près un maximum de 30 à 40 personnes par persona. Mais c'est la logique qui est derrière. Donc après, tu fais ce qui marche. Honnêtement, on fait ce qui marche. Parce qu'il y a chaque cas qui est différent. Parce qu'à un moment donné, dans certains cas, tu peux aller plus loin. Si tu as maintenant une équipe d'utilisateurs excessivement conservateurs du style parisien, style j'ai vu les mêmes ailleurs à Londres, c'est les mêmes. Du style un grand débat pendant 3 heures, mais qu'est-ce que ça veut dire empowered ? On a joué sur le mot pendant 3 heures, moi je devenais fou. Hein ? Tous les autres avaient compris. Les gens de tout le monde entier, ils avaient tous compris. Il y avait 3 Anglais, ils m'ont pourri le truc. Et je ne suis pas d'accord, explique-toi. Si tu allais comme ça, t'évites. Alors tu dis, mon Dieu, il y a un terrain glissant, donc tu es obligé de jouer. Et tu dis, bon, si je ne le fais pas maintenant, c'est pas grave. Et... Sur les stories, lors du database, qui est un peu visé par un petit bâton, les critères d'acceptance et de découpage. Ouais. Est-ce que tu traites tous les niveaux du Moscou ou selon le etc. Non, là, les critères d'acceptation, je reste relativement au Moscou. J'essaie surtout qu'ils puissent déjà me trier les user stories. J'évite la granularité fine parce que je laisse un peu de respiration.
Parce que pour moi, le niveau de réflexion le plus ardu pour un ensemble de groupes comme ça, un benchmark d'utilisateurs, c'est l'acceptance, et je ne le demande pas de trier à ce niveau-là. C'est juste fait en avant. D'abord, tu fais la feuille de route. Après, tu fais donc tu redéfinis tes user stories. Et là, tu fais un Moscou pour organiser tes user stories. Et ça favorise le raisonnement. Et une fois que tu as ce Moscou qui a été fait là, et à ce moment-là, je demande souvent de faire les critères d'acceptation. Et là, par les critères d'acceptation, on fait sur toutes les stories, pas seulement sur celles qui sont en base. Non, toutes. Ouais. Il y a un truc avec le critère d'acceptation, en fait, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est pas faux. Le critère d'acceptation pour définir si la user story elle a la bonne taille. Non, non. Non, non. Non, non. La bonne taille, c'est une démarche technique du développeur. Ici, on est utilisateur. Nous, ce qui nous importe, à savoir qu'est-ce que je livre en premier. Oui, mais même l'utilisateur, en fait, même dans le critère d'acceptation, il donne des trucs qui sont... Non, il va dire, si maintenant on veut dire, moi j'ai besoin d'avoir ce bouton rouge à droite, et l'autre va dire, j'en ai rien à foutre de ton bouton rouge, l'important c'est qu'on y ait un. Attends, c'est à ce niveau-là, on est de haut niveau. Hein, donc, après, de bonne taille... Là, la bonne taille, ensuite, là, on est dans un vrai découpage qui est une approche technique. On est déjà... Non, on est dans la priorisation du product backlog avec l'équipe technique. Parce que là, on va parler de choses sérieuses. Et là, je fais invest, je la fais la totale, complète. Ici, non, le moins technique possible. Oui. Je fais un peu pour la gratter. Cool. Je n'aime pas des exemples de boutons parce que c'est les plus simples et en général, les cas compliqués, c'est je veux facturer, bon, c'est une user story sympa. Oui, mais la vitesse d'acceptation, c'est gérer la TVA machin, TVA réduite et TVA réduite. Donc, est-ce que du coup, je deviens 3 user stories? Parce que je considère que c'est la même et j'ai 3 conditions. Il faut que je puisse facturer le sans TVA, avec TVA, la TVA réduite. C'est ça le. Dans ce cas-là, tu as un EPIC. Ok, dans ce cas-là, oui, mais dans ce cas-là, tu as un EPIC qui gère la TVA et tu as différents niveaux de granularité. Éventuellement, ils priorisent en disant le plus Ouais. bon, c'est le classique. Ouais. Oui, mais tu fais ça parce que toi, dans ton esprit, tu dis, eux, je les revois dans un mois. Hein. Et dans un mois, après, je vais beaucoup plus dans le détail. Tu vas chaque fois plus dans le détail. Mais dans un mois, je vais y aller plus comme ça, j'y vais avec l'équipe. Parce qu'en même temps, on fait dans ce cas-là une review. Hein, on fait une sprint review. Donc, on va faire vraiment un inspect and adapt, on les met devant l'écran. Et qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Et tu ferais comment toi? Et on les fait parler. Et là, l'équipe est présente aussi. Et donc, on est un peu plus rock'n'roll à ce moment-là. Là, on est vraiment au kick, au start. Nous, on ne peut pas faire de review avec les utilisateurs. C'est pour ça qu'on reste sur les rythmes utilisateurs. Donc, on va rentrer dans les détails. Mais en tous les cas, tu as raison, mais tu es déjà trop loin. Parce que l'objectif, c'est qu'on puisse garder cette fameuse dynamique, faire en sorte, si je tue mes utilisateurs au premier workshop au bout de 4 heures, le deuxième, vas-y courir pour les chercher. Hein. Parce que nous, ils sont toujours, même s'ils habitent à 500 mètres, t'es où? Ah, je suis à New Delhi. T'es là quand? Non, mais tu peux pas, toi, tu es obligé, toi aussi. Et tu vas faire. L'objectif, c'est aussi de les faire en sorte qu'ils disent c'était fun, on a fait des jeux, mais c'était pas des jeux. On a fait des jeux, mais on n'a pas joué. Tu vois? Donc, on a joué là-dessus, il crée une dynamique. Donc, le vrai problème, en tant qu'animateur d'un événement comme ça, c'est pas de tuer tes utilisateurs. Parce que si tu les défonces complètement, il ne viendra pas la fois de l'avant, il reviendra la deuxième. Mais toi, l'objectif, c'est que tu les aies tout le temps. Donc, on est toujours en train de... On est des équilibristes, tout le temps. Mais tu as raison. Toi, tu n'as pas le droit de me poser des questions. Ton système, je n'ai pas suivi exactement qui fait... Tu aurais dit toutes les personnes qui représentent les différents personnages ou tu fais un séminaire par persona? Nous, on fait des séminaires par persona parce qu'on a un travail en amont qui est prévu, qui est fait pour détecter le groupe d'utilisateurs. Donc nous, on définit, les ergonomes ont défini des personas et des critères, et on passe, nous, à la chambre de commerce qui nous définit le benchmark. Donc nous avons nos personas à la chambre de commerce qui nous fournissent les gens, donc, parce qu'on est un truc gouvernemental. Comment tu arrives sur les thèmes des différents Pour l'instant, on s'est facilité la vie. On livre d'abord un groupe de personas. Non, on s'est facilité la vie. Hein. Moi, on m'a demandé, par exemple, découpage, parce qu'on n'est pas sur un product backlog, on est sur un programme backlog, parce que les projets sont petits. Et l'objectif est simple, c'est que tant qu'un persona n'est pas prêt, il est en bas du backlog.
On démarre un micro-projet, un petit projet, que si on a le persona. Sinon, on ne le fait pas. Et comme on est les choses... Là, ici, parce qu'on a un business process, une modélisation métier part, on a attaqué d'abord les professionnels, et chaque persona professionnel a un business process particulier. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire. Après, quand on va attaquer la partie tout public, là, je serai blanc et chauve. Et encore plus gros. Mais c'est super intéressant. Parce que du coup, moi, j'adore les jeux, j'adore la gestion de projet, j'adore Scrum, j'adore faire ça, j'adore discuter avec les gens. Je dis, à un moment donné, on peut combiner tout ça, parce qu'à un moment donné, ça démange. Je dis, mais attends, si je fais ça juste pour une animation de soirée, ou aller manger, faire un pique-nique avec la famille, je dis, ah, si on faisait un truc avec des spaghettis, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Là, l'objectif, il dit, bon, comment je peux le faire concrètement pour que ça rende intéressant. Donc, j'ai pu le tester. Et là, j'ai encore téléphoné lundi, je ne vous cache pas, il dit, au fait, les gars, je vais faire la conf là-dessus. Il dit, c'est pas des conneries, vous le faites bien. Je dis, ouais, c'est cool, mais tu viens parce que maintenant, on a d'autres soucis. Je dis, ok, j'arrive. Ah, on n'est jamais tranquille. Il y a ce côté intellectuellement, on se dit, ouais, c'est truc qui peut marcher, mais tant qu'on ne l'a pas testé. Donc, je fais du TDD avec les jeux. Ça, c'est simplement dire, un atelier comme ça est sympa, mais il faut conclure l'atelier. Et il y a une technique pour conclure aussi. Dans tous les cas, la technique est relativement simple. On fait un rappel du travail qu'on vient de faire. Souvenez-vous par où nous sommes passés, souvenez-vous comment on a commencé, c'était comment, et on discute. On les ramène, on est en train de les tuer, hein, donc c'est l'accompagnement, c'est le décès. On rappelle l'objectif du workshop. Donc, vous souvenez-vous, on était là pour faire ça. Nous, on vous remercie. On a eu beaucoup d'informations à vous. Ça a vraiment nous aidé. On va toujours remercier les participants. On va expliquer à quoi ça va servir. J'ai écouté, voilà, nous, on rentre au bureau. Il y a une équipe de développeurs, c'est 18. Ils sont tous dessus. C'est des gars qui sont super doués. Ils vont travailler dessus. Et vous allez voir quelque chose arriver. Alors, promettre aussi ce qu'on peut promettre. Hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, on pose directement une nouvelle date. On ne sort pas en disant whatever. On dit non, on se voit quand. Sortez vos agendas. La dictée, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, sortez les agendas, notez. Et on remercie. On fait voter les participants. On dit, et vous avez pensé quoi de ce workshop? Ça vous a plu? Ouais ou Et on les fait comme ça, dynamique, comme on fait une rétrospective. Vous faites une rétrospective avec vos utilisateurs. C'est la même chose, le même état d'esprit. Et on remercie. Et on fait un wiki pour suivre le travail. Là, c'est le product owner qui travaille, mais tout le monde au niveau de l'équipe peut travailler avec le product owner. Donc, on va souvent faire impliquer l'ergonome et éventuellement l'équipe technique, si on voit, pour qu'on ait l'impression, pour qu'on puisse comprendre les attentes et pour que l'équipe puisse comprendre les attentes des gens. Et de temps à autre, on prend les gens de l'équipe si on se rend compte. Si l'équipe ne comprend pas, on fait même venir les utilisateurs. L'important, c'est que ça marche. Un petit truc sympa que j'utilise, c'est ça. En fin de meeting, c'est comme le dot voting en sortie de porte. On fait ici, c'est une matrice de décision. Comment je peux améliorer la séquence avec connaissance bien-être? J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça super. Et on cause. C'est le même principe que ce que vous avez là. Il y en a plein d'autres. Et maintenant, pour conclure cette petite chose, avant que vous aurez droit à 5 minutes de questions, en résumé, ce qui marche bien, open space en technique. Et open space, c'est un vrai open space. C'est pas, soyez sympa. Dynamique, avec un animateur dynamique. Je connais très bon, il s'appelle Pierre. Le World Café, ça, c'est un truc, essayez-le. C'est vraiment très, très, très sympa. On a les Innovation Games que Martine vend, qui sont là, qui sont super bien. Vous avez également le Game Storming qui m'a montré. Il y a également Tasty Cupcakes sur Internet avec une tonne de jeux. Essayez les jeux. Il faut les essayer. Jouer, c'est pour mieux travailler. Donc ça, c'est mon gimmick de cette année. J'ai fait des conférences sur comment manager en jouant. C'est parti sur l'esprit du management. Donc du coup, j'ai créé quelque chose qui s'appelle Plurk. Plurk, c'est Play and Work. Plurk, on a commencé hier, c'était pas terrible, mais il y a déjà des commandes. Play and Work, c'est simplement utiliser ce type d'atelier-là. Et faire ça pour résoudre un problème dans une entreprise.
Et on va pas parler de jeu, on fait une succession de jeux. J'ai un problème. Nous, on a un événement pleur qu'on a fait hier. C'est l'objectif, c'est j'avais une personne qui avait un problème. Il dit je veux faire du family continuity business. Je dis qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je dis c'est ça. Moi, je suis coach, mais pour les entreprises dont les PDG sont trop vieux, ils ont un problème d'héritage. Donc je les accompagne. Je dis d'accord, t'as fumé quoi? Je dis si, il y a un truc, mais je voudrais m'étendre. Je dis ok, c'est un problématique. Moi, je ne sais pas y répondre. Alors j'ai invité les réseaux, mon réseau, mais j'ai invité pas mon réseau uniquement d'agilistes. Dans mes réseaux, il y a des gens du PMI, il y a des gens qui font de la RSE, il y a des gens du Personal Officer Group, donc des gens des RH. J'ai invité des gens du design, des architectes, des gens du service design, des gens qui sont barrés, des gens qui sont académiques, des gens qui sont fous, et des enfants. L'objectif, c'était qu'on ait un benchmark pas qualifié du tout. Et donc on fait ça tous les mois. Et chaque fois, il y a un autre problème. On pose le problème et on utilise un jeu qu'on teste. Donc on va tester le jeu, on fait du networking. Et c'est ce qu'on appelle maintenant de l'intelligence sociale, quelque part. C'est l'avantage, c'est qu'à un point de vue en réseau et d'une manière sociale, on résout les problèmes d'un autre et on passe du bon temps. Et le gros truc, c'est qu'à la fin, ça a un prix. Chacun paye le montant qu'il pense avoir obtenu. Le service comptable n'est pas très content. Puis je dis, mais c'est un test. Ça, c'est une chose, et ça dure 90 minutes, de 18h30 à 20h. Mais par contre, on a un modèle pleur qui va venir également, qu'on va vendre dans l'entreprise. C'est sur le change management et le changement d'organisation. Toujours basé là-dessus. Là, à quoi ça ressemble aussi des fins fous qui font de l'agilité? Ça, c'est Play for Agile numéro 1. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ah, en haut à droite, vous ne pouvez pas le connaître, c'est le barman. Ici, c'est Ilya Preuss, c'est le mari de Déborah, pour ceux qui la connaissent. Jürgen Appelo. Là, c'est Olaf. Là, c'est un rigolo. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ça, c'est Jean de Agfa, Sébastien Lang et Michael Saota. Donc, on y réfléchit chaque année. Ça, c'est pas cool. Après des questions, et là vous avez la photo du Play for Agile de cette année. Ça c'est toute l'équipe. Au bout de 3 jours d'open space, on a travaillé comme des fous, vous voyez à peu près l'état des gens. Et ça c'est l'état qu'on essaie d'avoir à chaque fois de sortir avec vos utilisateurs. Qui sortent et qu'ils aient une pêche d'enfer. Avez-vous des questions? L'utilisation des jeux que vous avez, c'est très intéressant. Est-ce que vous mettez ça sur des projets où il y a déjà du Scrum en place, où les gens sont déjà, on va dire, initiés au Scrum, ou vous arrivez à mettre ça en place dès le début sur des projets où on vous demande un coup de main Ça n'a rien à voir avec Scrum. Il y a des Scrum qui n'utilisent pas de jeu. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise partout. Partout. C'est-à-dire que j'ai essayé de travailler sur les jeux à différents niveaux. Il y a d'abord le jeu, simplement, qui est une succession de jeux, qui est pour des animations, pour la récolte des besoins, pour les gestions du changement, pour les problèmes, ce qu'on appelle les événements Kaizen, c'est-à-dire que pour l'amélioration continue, pour un vrai problème, prise de conscience, comment je peux avoir une prise de conscience, et quel est le chemin que je peux prendre, et quelles sont la feuille de route que je peux mettre en place pour arriver à une solution, et d'une manière collective. Ça marche très bien. Maintenant, je suis en train de travailler sur d'autres choses, qui est sur le raisonnement qu'on a par le jeu. C'est ce qu'on appelle Power of Achievement. Le côté, je vais atteindre l'objectif. C'est comme je joue sur Internet, je franchis les étapes. Et utiliser ça pour la formation. Moi, ça fait à peu près 4 ans que je fais ce qu'on appelle du training like coaching. C'est que toutes mes sessions de formation, c'est fait en mode coaching. Donc je suis aussi gracieux et délicat qu'avec vous aujourd'hui, sauf que les gens sont beaucoup plus participatifs parce qu'on est une petite équipe. Et c'est ce côté introspection, je fais comment. J'ai répondu ? D'accord. Et comment vous faites pour, on va dire, la résistance? Parce qu'il y a certaines, on va dire, personnes, etc., qui sont pas très adeptes à rentrer dans des jeux, etc., et qui sont, on est là pour travailler, point barre, quoi. Comment vous arrivez à... vous êtes, dans ce cas-là, j'annonce directement que c'est un jeu. Et un jeu, c'est pas sérieux. C'est pas grave. Il n'y a pas de risque avec un jeu. Je
l'ai fait dans l'industrie, j'ai fait chez Smart. Mon icebreaker, c'était un jeu qu'on a développé, c'est Cool, we fail. Super, on s'est vautré. Il y avait la direction et les opérationnels. Je peux vous imaginer le gars qui travaille en bout de chaîne et le patron. La question, c'est je veux vos 3 plus gros échecs, vous avez 10 minutes. Et chacun le présente. Je me suis dit, il y a mes collègues qui m'ont dit, toi, t'es barré. Je dis, écoute, on verra bien. Si à un moment donné, intellectuellement, on n'a pas testé, je ne vais pas dire où ça passe ou ça casse. Je sais comment reprendre le truc. Mais à un moment donné, on voit comment les gens réagissent. Mais là, c'est l'icebreaker qui fait la différence. Il y a des gens qui sont excessivement formatés, coincés. On a un vrai manager, le côté Banque européenne d'investissement, PMI, PMP. J'ai bien l'image en tête et je le connais. Il m'envoie un email. C'est quelqu'un qui on ne peut pas discuter. On fait ça, il faut démarrer un truc encore plus straight, encore plus direct que ce truc. Tes plus gros vautrages est à 10 minutes. Qui ne réfléchissent pas, qui rentrent directement dans le truc. Et après, ils voient la dynamique. Et si ça passe pas, on en remet un deuxième derrière. Beaucoup plus soft. Et à un moment donné, il y en a qui font rien du tout. Mais alors, on fait la session et on dit, bah, écoute, on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Et à un moment donné, ça ne marche pas aussi. Hein. Tout le monde n'a pas le droit au bonheur. Est-ce que j'ai répondu ? Peut-être déjà parlé, mais je reviens après. Alternative lorsque tous les utilisateurs ne sont pas dans un même pays. Ça, c'est dur. Non, mais c'est vraiment dur. Non, mais hier moi, j'ai eu le cas. J'avais le responsable des formations d'une société qui s'appelle Franklin Templeton. Ils font de l'asset management, des flux d'informations, des trucs très, très, très haut niveau. C'est le responsable des formations mondiales. Il est seul dans son bureau à Luxembourg. Il fait tout en vidéoconférence. Et je ne te dis pas, quand je fais des séminaires, le coaching sur la communication inter-entreprise, et on est tous à disposition, ça ne peut pas marcher. J'ai plein de gens qui ont fait des tests, on essaie ces choses-là. On ne peut pas marcher. C'est comme à la limite les copains qui disent « Ouais, j'ai lu ce bouquin de 500 pages sur mon iPhone. » Comment tu fais ? On est sur le contact. Là, on est sur du relationnel, c'est « je te touche ». Mais vraiment, c'est du physique. C'est dur. Et là, du coup, j'aime bien, quand on est dans une dynamique, il y a une vraie volonté comme ça, je préfère aller, je prends ma valise pour l'entreprise et je vais voir tel pays, on fait un événement de tel pays. De temps en temps, c'est le matin dans un pays, l'après-midi dans un autre. L'important, c'est, si je le fais mal, je mets mon projet en péril. Moi, je ne fais pas ça pour le fun, c'est parce qu'il y a un projet en péril. Et moi, je veux que le projet fonctionne. Et ma mission, c'est que le projet fonctionne. Et c'est une bonne question. La question, c'est... Aujourd'hui, il y a... Oui, pardon. La question, c'est... En fait, il y a deux... Pour schématiser d'une façon pas du tout scientifique, il y a deux grandes familles de projets. Il y a le projet où on part de zéro, on invente, on définit le besoin, ainsi de suite, et puis on part en dev. Et puis il y a les projets où, en général, on met en place un ERP plus ou moins standard, et là on parle plutôt de paramétrage, choses comme ça. Est-ce que dans cette deuxième famille de projets, vous avez déjà pratiqué le Scrum et est-ce que ça a marché ? Cher ami, même une migration est un projet nouveau. Les projets, les gens qui ont fait une migration, on dit « ouais, je vais faire une migration, même un changement de ERP ou un changement de n'importe quoi ». Tout le monde dit « ouais, d'emblée, ça va être facile ». Migration, on appelle ça des migrations 1-1. Un chef de projet senior, quand on dit migration 1-1, il part en courant. Personne ne veut la faire. J'ai discuté avec un collègue en Allemagne, il m'a dit « j'ai une migration 1-1, je suis en train de préparer le scope ». Je dis « oui ». Donc le scope, on est en préface, il n'est pas du tout en mode, il est en PMI. On est en train de faire le scope, on appelle ça le périmètre projet. Il dit « ouais, et t'es prêt? Ça fait quoi, 1 mois que t'es dessus ?» 8 mois. Et t'as envie de le faire? Non, surtout pas. Ils m'ont dit « mais tu ferais comment, toi ?» J'écoute. Maintenant, j'ai une approche. J'ai une approche où j'ai une approche technique, en tant que gestion de projet, donc je prends gestion de projet, ou j'ai une approche process, facile, ou alors je dis c'est un nouveau produit. Et l'approche Scrum, ce serait plutôt ça, parce que Scrum, c'est une gestion de produit avant tout, et on est dans une approche nouveau produit. Parce que même si tu fais de migration, même si tu implémentes un ERP, tu fais d'abord le tour et dis, et vous utilisez quoi?
Et vous avez besoin de quoi? Moi, j'ai une société qui s'appelle Coprocess, on a 80% SAP. On est des consultants SAP, ou alors des trucs de banque d'investissement, comment monter une banque privée, gestion de fonds. Le truc, tu écoutes, tu te suicides. Le seul cool, c'est moi. Mais même migration, vaut mieux, d'un point de vue intellectuel, partir que c'était un projet neuf. Parce qu'on va jamais, je vais jamais dire, quand on va entendre le client, de toute façon, il te ment. Je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas fait cette année encore. Vous êtes le Dr House. Tout le monde ment. Vous, en premier. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas la science infuse, mais qu'en face de vous, au début, on va vous dire, ouais, je veux ça, je veux ça. Je dis, ok, très bien. Faites ce que vous êtes sûr. L'avantage avec Scrum, c'est que comme on est en itération, il peut changer d'avis. Mais dans tous les cas, il me dit, ouais, j'utilise toutes les fonctionnalités là. J'ai, ouais, c'est là, ah ouais, j'ai impérativement besoin de ça. J'ai, oui, en 5 ans, tu l'utilisais combien de fois? Jamais, mais il me la faut. Hein. Je dis, dégage, c'est rien. Il faut être assez raide là-dessus. Mais ne pas le dire. Il y a un labo... Je fais des petites formations. Savoir dire non. c'est ça. Le RP, c'est classique. Ou un autre outil, je veux dire, tu fais... les gens qui sont suicidaires, ils faut mettre du SharePoint, comme ça. Alors pire, un mec qui font du Java. Oh, mais, technique très simple. Un problème qu'on a eu, nous, en équipe, on a une commande d'Angleterre pour des gens qui voulaient un service web. On dit, ouais, on veut un truc avec des jobs, on peut poster les jobs dessus. Et on veut ensuite avoir les sociétés qui postent leurs jobs, et on a un paiement comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, ok, très bien. La direction chez nous, elle dit, ouais, j'ai 5 développeurs Java que je connais très bien, que je vais faire venir sur On the Beach. Je dis, oh là, top. On a fait l'offre. Je dis, tu vas embaucher des gens que tu n'as même pas signé. On fait que quand l'encre est sèche, ça c'est maximiser la valeur. Hein, on est des paysans chez Scrum. Tant que c'est pas signé, je fais rien. Ensuite, un expert Java me suffira. Comment ça? Je dis oui. Il y a des petites choses qui s'appellent Drupal. Donc par rapport à ce qu'ils veulent, on va lui faire un magnifique Drupal. Il y a eu plein de modules, tout ça ne nous a coûté rien du tout. Mais par contre, le problème, c'est il y a plein tout ce qui est technique et architecture et faire en sorte que ça marche bien, Drupal et les modules. Là, il nous faut un expert. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On était 40% moins cher que la concurrence et on avait 60% de marge en plus. Là, je suis désolé, ça c'est une approche Scrum. C'est le côté je maximise la valeur. C'est pas la peine que je développe. Après, à un moment donné, il faut balancer. Et c'est pareil pour un ERP. Toujours principe, tu as besoin de quoi? Et le raisonnement le plus simple, qu'est-ce que je peux faire pour que l'ERP en puisse le tester? Souvent, les projets ERP sont vachement longs. Mais je prends le cas d'implémentation de mise en place d'un ERP avec Scrum. J'étais en discussion pour faire l'implémentation de SAP chez Maersk. C'est un fret maritime. Ils sont à Copenhague. Et ils voulaient un Scrum Master et pas un chef de projet. C'est fait par les Anglais, ils font ça en Scrum. Messieurs, dames, excusez-moi, on va devoir s'arrêter là pour le moment. Voilà, mais j'ai fini mes petits slides. Merci. Voilà.